Mais à Maxima coule pas les frelots du coup. On a eu des problèmes techniques dès le début du stream. C'est le genre de truc qui m'arrive quasiment jamais et il fallait que ça m'arrive ce soir. Bah écoutez, au moins ça s'est réglé assez vite. On a 7 petites minutes de retard. Bon écoutez, on est désolé par rapport à ça. Du coup on va pouvoir commencer. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel un mercredi sur deux à 21h. Et exceptionnellement, une émission un peu plus détente. Bon, ça n'a jamais été ça a jamais été éprouvant de faire Radio Dojo, vous vous en doutez bien, sinon j'en serais pas là. Mais disons qu'on a voulu faire une émission plus détente que d'habitude. Donc c'est détente sur détente, donc c'est très détente. Je pense que je devrais éviter de faire des expressions comme ça qui ne veulent rien dire, mais vous m'avez compris. Parce qu'aujourd'hui, on va accueillir quelqu'un, nous allons accueillir deux personnes qui sont des habitués de mon Twitch. Pas de Radio Dojo, mais de mon Twitch. Parce que l'un d'eux a été présent sur mes streams dès ses débuts. Mais entre-temps, s'est reconverti vers une autre activité. Et un autre est aussi un habitué, même s'il vient moins fréquemment. Et ils sont là aujourd'hui pour parler de leur ouvrage Caution Investigation, qui a été publié aux éditions Muse, qui a été fondé justement par un des deux invités. Et on va pouvoir voir ensemble comment, dans ce bouquin, il mélange polar et magie. Alors c'est vrai que au premier abord, ce mélange semble un peu hétérogène, mais vous nous expliquez un peu comment le projet a débuté, comment il a abouti, et quelle sera la suite. Bref, nous verrons tout ça plus en détail. Je vous demande d'accueillir Miel Lucas et Michael Morel. Voilà. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, et toi ? Bah, malgré ces problèmes techniques, tout va bien. Parfait. Ok. Donc, nous allons commencer dans un... Ils sont très disciplinés, hein. Quelques minutes avant, ils allaient dire « Ouais, on va foutre le bordel dans ton live ». Là, ils sont plutôt calmes, je trouve. Prends ton mal en patience, Taiki, prends ton mal en patience. Eh merde. Bon, bah déjà, on va commencer par poser des questions un peu... On va commencer par parler un peu de vous deux, parce que vous êtes aussi là pour ça. On va commencer par une question pour Lucas, parce que d'aussi loin que je te connaisse, t'as toujours été un lettré, t'as toujours été quelqu'un qui était épris de les littératures. Quels ont été tes premiers pas ? Quels ont été les premiers livres que tu as lus ? Quelles ont été tes premières influences, si j'ose dire ? Alors, large question. Alors, la littérature, pour moi, ça a commencé assez tôt. Parce que, en fait, dès que j'ai eu 4-5 ans, j'avais toujours un livre en main. Bon, après, c'était des livres pour 4-5 ans, tu me diras. Mais, voilà. Il y avait des... Mais ça arrivait très tôt. Mais disons que le déclic, le moment où j'ai vraiment commencé à lire très régulièrement, ça a été, comme beaucoup de gens de ma génération, Harry Potter, en fait. Et après ça, bon, c'était pris contact avec la saga de fantasy, avec plein de choses. Et à partir de là, ça a été l'escalade. Donc, le premier livre... qui m'a vraiment marqué, on peut dire que c'est la saga Harry Potter, mais il y en a eu plein d'autres après. Et après, je sais pas si j'ai répondu à ta question déjà. Ouais, non, si t'as envie de rajouter d'autres détails, tu peux, mais si tu penses que c'est une réponse convenable... Je te laisse rebondir quand même, on va dire que je te laisse travailler. Mais du coup, ça a été en quelque sorte un peu tes premiers pas aussi vers le transmédia, puisque ça a un peu un lien avec le sujet dont on va parler. Alors, tu parles des films Harry Potter, j'imagine ? Pas forcément des films, hein, quand on dit transmédia, c'est quand c'est un univers assez vaste pour se développer sur d'autres supports. Alors, il me semble que transmédia, c'est quand un univers se décline effectivement sur plusieurs supports. Oui, mais c'est pas forcément des adaptations, c'est-à-dire, il y a ça, et il y a des livres, c'est un peu l'univers étendu de Star Wars, par exemple. Le Star Wars, c'est un univers transmédia, par exemple. Ah. Alors oui, mais enfin l'univers étendu... Alors oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire, mais l'univers étendu d'Harry Potter, il est relativement pauvre. En termes de contenu, je ne jugerai... En termes de la qualité du contenu, je ne jugerai pas parce que je l'ai pas lu, pour la plupart. Moi, j'ai juste lu Harry Potter, j'ai pas vu les Animaux Fantastiques, j'ai pas lu tous les livres annexes, donc je ne sais pas. Mais il y a relativement peu de choses. D'accord. Donc là, voilà. Mais par contre, mon premier contact avec un univers étendu, ça a été Warcraft, pour le coup. Jeux vidéo, ouais. parce qu'il y a beaucoup de romans dans l'univers de Warcraft, bandes dessinées, etc. Là, pour le coup, ça a été un contact. Et Warcraft, c'est aussi un univers qui m'a beaucoup influencé. Donc, moyen de rebondir. Je vois. Et toi, Michael, c'est quoi est-ce que tu as des influences littéraires, même si là tu es plus présent en tant qu'illustrateur, est-ce que tu as des influences particulières? Les super Picsou Gire.
J'avoue, c'est de la grande littérature. Non. On juge pas, on juge pas. Pour être plus précis, effectivement, c'est les Super Picsou géants. C'est une saga de livres qui sort littéralement tous les 2 mois, qui continue encore aujourd'hui et qui date d'assez loin, hein, quand même, des années 60, 50-60. Et c'est littéralement mes premiers pas avec la littérature, avant que, évidemment, le système scolaire décide de me faire ingurgiter des livres dont je me foutais éperdument, Ah, ça, c'est bon problème, jusqu'à ce qu'il y ait, je pense, oui, c'est toujours le plus gros problème, hein, c'est qu'on a malheureusement une culture littéraire qui est bien au-delà de ce que les professeurs sont capables vraiment d'enseigner, que ce soit avec passion ou avec désintéressement total. Mais pour le coup, le premier véritable moment où je me suis dit « Ah, j'aime bien lire », c'était peut-être les livres de Maupassant. Voilà, pour rester encore du côté lecture école, c'était vraiment les livres de Maupassant. Le Horla? Le Horla, Pierre et Jean. Et je n'ai pas encore lu Bel Ami, mais il faudra que je m'y mette. Mais du coup, je vais aussi poser une question. Je vais aussi te poser une question par rapport au dessin, parce que du coup, c'est toi qui illustres le livre, parce que on peut dire que c'est un roman court illustré en quelque sorte. Et du coup, c'est toi qui t'es occupé des illustrations. Et je voulais savoir, est-ce que tu es autodidacte ou est-ce que tu as suivi une formation, et qu'est-ce que ça a été un peu ton parcours? Oh Seigneur Dieu. Voyons voir. Complètement autodidacte, ça c'est sûr et certain. Complètement autodidacte, et d'aussi loin que je me souvienne, je pense que je peux remonter au moins jusqu'au CM2, donc cours moyen 2, incroyable, où j'étais une tronche. Voilà, ça paraît absurde. J'étais une tronche à cette époque-là. Et de manière générale, je finissais tout ce qui était contrôle d'évaluation, etc., de manière assez rapide, et très souvent avec 30 à 45 minutes d'avance. Bon, très bien, le prof voyait bien que je me faisais chier. Et, comble de l'absurde, c'était ce jour-là que j'avais ramené un petit Super Picsou géant à l'école, histoire de le lire, tout va bien. Le prof voit ça et se dit « Attends, ça t'intéresse de lire ?»« Ouais, ça m'intéresse. Et c'est quoi qui t'intéresse ?»« Bah, honnêtement, la mythologie. » D'accord, bon, mythologie. Il va au fond de la classe et il me ramène 3 encyclopédies. L'encyclopédie de la mythologie grecque, de la mythologie égyptienne et de la mythologie hindouiste. Et j'étais là. C'est parti. Je me suis mis à lire absolument tous ces livres pour au final me retrouver en fin d'année CM2 à faire littéralement un exposé illustré dans tous les couloirs de l'école avec les grandes divinités dans le couloir. Voilà, je pense que c'est à partir de là où vraiment j'ai commencé à gribouiller, et ça m'a jamais lâché. Ça m'a jamais lâché le gribouillage. Jusqu'à ce que l'époque maudite d'Internet vienne me frapper en plein cœur et me dise « Tiens, tu peux dessiner sur Internet, tu peux dessiner avec une tablette graphique. » Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous venez de me proposer? Et ça remonte à quelques années, je dirais 4-5 ans à peu près, que j'ai commencé à dessiner à la tablette graphique. Avant ça, j'étais uniquement sur du format papier. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que le dessin numérique se rapprochait beaucoup plus d'un bricolage que d'un réel travail mental à imaginer exactement toute la planche avant de pouvoir se mettre au boulot, je me suis dit, alors d'un côté c'est plus facile, d'un côté il y a des outils qui sont beaucoup plus accessibles, mais justement c'est ce qui fait que cette facilité et cette accessibilité vont nous demander de poser mes dessins de manière beaucoup plus sérieuse, parce que jusqu'à maintenant c'était j'avais du temps à perdre, je dessine. Voilà, j'avais du temps à perdre, je dessine, ça m'a jamais réellement quitté. Mais du coup là c'est même plus perdre du temps en mode j'ai du temps à perdre, je dessine. Là c'est plus tiens, j'ai envie de dessiner. Et si je dessinais? Ça, c'est réellement devenu une envie il y a quelques années grâce à la tablette graphique, parce que littéralement la facilité déconcertante avec laquelle tu peux prendre une tablette, le stylet et dessiner à la va-vite et se dire attends, mais il y a peut-être une idée là, je creuse l'idée, je creuse, et au final tu as fait un dessin au bout d'un moment et tu te rends compte que ah oui, d'accord, passons au suivant. Je vois.
D'accord, donc c'est devenu une sorte de routine, c'est devenu une sorte d'automatisme. Dès que tu t'emmerdes, hop, tu gribouilles. C'est à peu près ça. D'accord. Petite question pour Lucas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es fondateur de Muse Édition. Certains vont se me demander comment je connais cette maison d'édition. Je ne répondrai pas à cette question. Mais avant ça, tu as eu un petit CV parce que tu as été assistant éditeur chez SEMA. Donc, qui a eu notamment Livin, Pierre Brûlé, qu'on a déjà reçu sur Radio Dojo, Jean-Pierre Favard, Gaël Compagnie, Frédéric Arnaud, bref, du Joli Monde. Chez Plume d'encre, ce qui n'a pas duré très longtemps, et Yumi. Et quelles ont été les plus grandes leçons que tu as tirées de ces 3 expériences en tant qu'éditeur, ancien assistant d'éditeur, devenu aujourd'hui éditeur complètement? Alors, quelles leçons j'ai tirées? Alors ça, c'est une vaste question, et je vais parler avec beaucoup de langue de bois, parce que sinon je me prendrai 15 procès à la fin. Mais donc, pour ce qui est de SEMA Édition, je pense que la plus grosse leçon que j'ai tirée de mon travail là-bas, c'est ne pas t'entourer de gens que tu ne peux pas blairer, même s'ils sont doués. Ça peut paraître con, hein, ça peut paraître complètement con, mais ce qui a coulé SEMA, c'est les égos des gens. C'est les égos qui n'arrêtaient pas d'entrer en conflit les uns avec les autres. C'est les égos... Tu vas pas te faire des amis en disant ça. Oui, je ne cite personne, de toute façon, voilà. Oui. Mais les égos des gens qui ne pouvaient pas se blairer, les uns les autres. Voilà, c'est vraiment penser ton équipe comme des gens qui, à un moment ou à un autre, vont devoir coexister pour que ça puisse marcher. C'est vraiment le truc que j'ai appris de ça, parce que une maison d'édition, à moins d'être un truc énorme, c'est quelque chose qui est à taille humaine, et donc ça veut dire que les gens, ils se croisent, ils parlent, ils communiquent, ils coexistent. Donc là, il faut absolument que les gens s'entendent un minimum. Et que toi, tu aies des bons feelings avec eux. Donc, c'est important d'avoir des gens compétents à chaque poste, parce que vraiment, il faut savoir s'entourer dans ce métier. Mais c'est tout aussi important que les gens dont tu t'entoures, tu te sens à l'aise avec eux. Si tu te sens pas à l'aise, c'est même pas la peine d'essayer. Au premier conflit, ça va exploser en vol. Pour ce qui est de Plume d'encre, je sais pas, ne pas laisser un sociopathe diriger ta boîte à ta place. Je dirais rien d'autre. Et pour ce qui est de Yume, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, monsieur. D'accord. Et donc là, ce sera un petit jeu qu'on va faire et après on pourra passer au sujet principal parce que je connais ceux qui vous connaissent personnellement, moi y compris, savent que quand il s'agit d'exprimer vos avis sur des sujets divers et variés et surtout sur des sujets comme celui de la littérature, vous avez tendance à être de la littérature ou de la narration, vous avez tendance à être franc du collier. Et du coup, je vais vous donner un petit défi. Désolé Greg Tabibian, je te pique ton concept. C'est juste pour cette fois-ci, promis, après je te fous la paix. On va commencer par toi, Lucas. Oui. Cite-moi 3 points positifs sur la série de livres Le Trône de Fer. Pas la série de livres, pas la série télévisée. Le suspense est très bien géré. La géopolitique est extrêmement travaillée. Et le travail sur l'éloquence des personnages est travaillé. Et très réussi. Voilà, 3 points positifs. Attends, le suspense. Le suspense, la géopolitique qui est complexe, qui est très bien travaillée, et le travail sur l'éloquence des personnages. Quand Martine veut faire en sorte qu'un personnage ait l'air éloquent, il y arrive très bien. D'accord. Ellie, cite-moi 3 points positifs sur L'étranger de Albert Camus. Eh bien, comment pourrais-je dire cela? En sa matière de sous-Hugo, Albert Camus parvient quand même, malgré l'ombre du maître, à se détacher suffisamment pour avoir une plume propre à lui. Là, c'est une chose que l'on oublie, mais aujourd'hui, énormément d'écrivains sont interchangeables, tant au niveau du style qu'au niveau de la plume. On arrive quand même à ressentir l'aspect réel, l'aspect réaliste et l'aspect réel d'un quotidien de tous les jours.
parce que c'est littéralement la vie d'un homme avant que, eh bien, sa propre conscience décide de virer sa vie au drame. Pour le troisième point, je ne saurais me souvenir davantage de L'étranger de Camus, tant j'ai eu une... Disons que il a été suffisamment médiocre pour être le livre que j'ai lu le plus rapidement possible. Troisième point, je me suis endormi. Voilà, c'est ça. Bon somnifère. Bon. Ok. Et Lucas, cite-moi 3 positifs sur la série de livres Twilight. Plus difficile. Alors, les personnages secondaires déjà. C'est vrai que c'est Et là, je dis ça vraiment. Et là, je dis ça vraiment au premier degré. Les personnages secondaires de Twilight sont travaillés à un niveau incroyable. C'est même dingue que ce soit pas les personnages principaux. Le délire des vampires qui ont chacun un don qui vient à eux quoi, par rapport à la personnalité, c'est plutôt une bonne idée. Troisième. J'ai droit à un joker. T'en as aucun troisième qui te vient à l'esprit? Attends, je peux chercher, mais attends, troisième bon point à Twilight. Ouais, allez, on peut dire que ça a fait lire beaucoup de femmes, mais malheureusement, elles n'ont lu que ça. Ouais, ok, et maintenant, le niveau final. T'as galéré sur Twilight, tu vas galérer sur celui-là. Cite-moi 3 points positifs sur 50 nuances de Grey. Eh bien, premier degré, il y a des gens, enfin des hommes surtout, qui ont lu 50 nuances de Grey et qui ont envoyé des lettres à l'autrice pour littéralement lui dire « Écoutez, j'ai lu votre livre et ça m'a fait me rendre compte que j'avais des problèmes, que j'avais des comportements de prédateurs et que je devais voir un psy et travailler sur mes traumatismes. » Donc il y a littéralement des hommes qui auraient pu finir comme Christian Grey et qui, grâce à ce livre, n'ont pas fini comme Christian Grey. Et ça, c'est bien. Ok. Deuxièmement, je dirais que je dois... Alors là, ça va être des sophismes, hein, vraiment. Mais deuxièmement, je dirais que ce livre est un symbole d'espoir. Parce que peu importe à quel point tu es médiocre, ce livre est la preuve que tu peux écrire et qu'il y aura des gens pour te dire. Ah l'enfoiré, t'as piqué les phrases de la vidéo de Link the Sun. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Ah d'accord, ok. Parce que c'est exactement ce que Link the Sun disait sur sa vidéo. Ok, bon, deuxième point. Je pense pas qu'on... dans ce cas... Mais ouais, mais le truc, c'est que je ne sais pas si on peut trouver beaucoup... comment dire? Je crois que c'est les deux seules qualités qu'on peut trouver au livre, en fait. Donc, je sais pas. Et troisième, j'en vois vraiment pas. Non, là, je prends mon joker, je m'arrête là. Je prends mon joker, monsieur, laissez-moi tranquille. Je prends mon joker. Ah bah, t'as vraiment du mal, quoi, hein, t'es... Ok. Donc... le mec me sort l'un des livres les plus médiocres, les plus mauvais de la dernière décennie, et me dit c'est bizarre, je dis il trouvé des qualités, sans déconner, Erwan. en vrai, je sais pas, je l'ai pas lu, mais je sais que tu le détestes suffisamment pour que je te fasse faire le défi. Bon, on va passer sur les questions sur le sujet. Mon cher Lucas, depuis le temps que je te connais, je sais que Caution Investigation, c'est qu'une branche... du coup, je lui montre. C'est qu'une branche d'un univers que tu développes depuis quelques temps. Je pense qu'on peut le dire. Qui s'appelle Convergence. Oui. Un univers qui se vend en quelque sorte un peu transmédia. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des origines de cet univers, de maintenant jusqu'à Caution? Tu parles du lore, donc, de l'univers. Enfin, pas du lore ou même de... Comment dire à quel moment tu as commencé à développer l'univers? Ah d'accord, tu parles de la réflexion qu'il y a derrière l'univers. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, on va revenir à mes lectures, en fait, parce que je te l'ai expliqué, la première lecture qui m'a vraiment fait aimer la lecture, c'est Harry Potter. Peu après, il y a eu tous les livres Warcraft, qui eux, à leur manière, étaient vraiment une saga extrêmement touffue. Puis derrière, il y a eu l'univers Warhammer 40K, qui a un peu la même approche du point de vue littéraire. Mais il y a aussi une chose qui m'a beaucoup influencé, et qui n'est pas une source littéraire, pour le coup, c'est le MCU. Parce que, le MCU est un énorme gâchis.
Pour plein de raisons, je pense que j'ai pas vraiment, voilà, je pense que j'ai pas à beaucoup argumenté. Il y a des gens qui ont parlé beaucoup mieux que moi de tous les problèmes du MCU, de tout ce que ça posait comme soucis, etc. Voilà, donc très bien. Là, je laisse ça à d'autres personnes, je laisse ça aux fossoyeurs de films, je laisse ça à Durandal, à tous ceux qui veulent bien en parler sur le net. Voilà, grand ma face. Mais moi, j'ai suivi le MCU pendant les 3 premières phases, et j'étais vraiment à fond dedans pour le coup. Mais je me suis dit, sur la moindre remarque, je me suis dit, ok, c'est fini. Mais ce que je me suis dit aussi, c'est une histoire de cette ambition. Je crois que c'est ce que j'ai envie d'écrire. Vraiment une histoire qui fonctionne de manière à ce que de faisant en sorte que chaque histoire soit le teaser de la suivante. C'est justement ce que j'aimais le moins dans le MCU. Mais une histoire dans laquelle tout s'entremêle avec beaucoup d'embranchements, etc. C'est vraiment ce que je voulais écrire. Et ça qui m'a le plus influencé pour le coup. Parce que j'écris depuis que j'ai 14 ans. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'en ai 34. Bon, j'écrivais plein de choses par-ci par-là, des choses que j'ai perdues au fur et à mesure. Mais c'est depuis peut-être 7-8 ans que je commence à travailler sur Convergence et que je suis vraiment satisfait de ce que j'ai écrit parce que la logique que j'ai, c'est les histoires coexistent dans le même univers, mais chacune n'a pas pour but d'être intrinsèquement liée à l'autre, même si elle peut l'être. Mais l'approche que j'ai, c'est chaque histoire, si tu la suis, si tu suis toutes les histoires de l'univers, tu apprends plus de détails, tu apprends plus de choses sur la façon dont fonctionne l'univers, tu apprends plus de choses sur la façon dont fonctionnent les règles de la magie, des différents pouvoirs, etc., etc. Mais chaque histoire a un début et une fin. C'est une chose qui me tenait vraiment à cœur. Il n'est pas question de laisser un personnage évoquer dans tous les sens. Une fois que son histoire est finie, elle est finie. Il arrive à une conclusion, etc. C'est une chose sur laquelle je veux insister. Mais vraiment, j'ai pensé l'univers étendu de Convergence comme un jeu de pistes. Plus tu suis l'histoire, plus tu apprends des petites choses par-ci par-là qui permettent de mieux en mieux comprendre et éventuellement de retourner sur les histoires précédentes et de mieux comprendre. En fait, c'est-à-dire... Oui, en fait, en quelque sorte, c'est-à-dire que les histoires ne sont pas indispensables à la compréhension d'une autre, mais elles peuvent rajouter un autre niveau de lecture. C'est pas complémentaire, oui, c'est ça. C'est alors, supplémentaire. Je sais que t'aimes pas Oui, voilà. Après, je sais que t'aimes pas ce manga. Je vais parler d'Attack on Titan, mais Attack on Titan a fait un truc très bien. C'est la façon dont il fait en sorte que si tu le regardes une fois, tu re-regardes le début, c'est une autre histoire. C'est sûrement le truc que le manga a le mieux réussi. Cette façon qu'il a de vraiment construire une histoire par couche et à faire en sorte que plus tu avances, plus tu découvres et tu découvres et tu découvres des choses. Et si tu reviens au début avec ce que tu as découvert au fil de l'histoire, ce n'est pas la même histoire. C'est vraiment ce que j'essaie de créer avec Convergence. Je veux vraiment que les gens en arrivent à un stade où ils lisent une histoire, ils en lisent éventuellement une autre. Non seulement l'histoire qu'ils lisent en seconde n'aurait pas été la même s'ils l'avaient lu en premier, mais surtout, si, après avoir lu la seconde, ils reviennent à la première histoire, il faut comprendre d'autres choses. C'est ça que je cherche. Ouais, je vois. D'accord. Et concernant Caution Investigation, comment t'as eu l'idée de cette branche-là? Parce que, bon, si je peux me permettre, je sais que tu avais commencé par développer des sagas audio, je pense que je peux en parler ou pas? Bien sûr. Ouais, de Radio Résistance, et au départ, Caution, tu l'avais imaginé au départ comme une sorte de série audio, et finalement, ça s'est transformé au fur et à mesure en ce livre-là. Bon, même si c'est le tome 1 et que tu en as d'autres qui sont prévus, et d'ailleurs, tu as un petit encart à suivre à la fin, donc on sait que l'aventure n'est pas terminée. Mais qu'est-ce qui t'a mené à Caution, et pourquoi tu t'es dit, Caution, tiens, je vais le faire en bouquin plutôt que rester juste sur le format audio? Alors, qu'est-ce qui m'a... comment dire? Alors, je vais répondre à ta première question d'abord. Qu'est-ce qui m'a amené à Caution? En fait, j'ai une source d'inspiration littéraire qui selon moi... Excuse-moi. Qui, selon moi, est l'un des meilleurs romans hardball qui soit jamais sorti. C'est la série B. Ah. Alors, écrit par Marc Falvo, mais signé par Stan Kurz, le personnage du livre. La série B, alors édité chez Faute de Frappe, si vous voulez la trouver. Tu as le tome 1, je crois, quelque part. Mais il y a un intégral qui est sorti en temps. Ouais.
Il est dans ma bibliothèque, mais je le trouve plus. Mais je l'ai. Je l'ai. T'inquiète pas, je l'ai. D'accord. Donc voilà, et t'as la version de Fleurs Sauvages, je crois, mais il est sorti chez Faute de Frappe, qui est la maison d'édition de Marc Falvo maintenant, l'écrivain, Ouais. et qui est sorti en intégrale. Mais donc voilà, Stan Kurtz, en fait, c'est une saga, la série B, c'est une saga que je vous recommande vraiment, c'est un hard-boil. Comment dire? Disons que pour parler de ce qu'est la série B, il faut que je commence par un petit constat. Quand on veut s'inscrire dans un genre la fantasy, le hardboil, la science-fiction, etc., globalement, on a deux grosses possibilités. Soit on invente ou réinvente le genre. Bon, pour l'inventer, il faut être là au bon moment et avoir la bonne idée. Pour le réinventer, il faut réussir à très bien connaître le genre et à le modifier la donne. Soit on décide d'embrasser les clichés du genre. La série B fait les deux à la fois. C'est-à-dire que non seulement elle réinvente le genre du hardboil en y ajoutant plein de petits éléments qui viennent d'ailleurs, des éléments de SF, en faisant en sorte que chaque tome change l'atmosphère, presque de genre à chaque fois. Et dans le même temps, c'est tellement un ramassis de clichés sur le hardboil, littéralement un ramassis de clichés policiers, noirs, etc., qui s'entremêlent, que ça en devient génial. Oui, c'est littéralement le hardboil qui met tous les potards à 11. Mais en fait, il y a un truc que ça m'a rappelé quand je l'ai lu, je te l'avais dit parce que tu m'avais offert le tome à l'époque, et quand je l'avais lu, il y a une chose auquel j'ai pensé parce que je connaissais un seul ouvrage qui poussait les potards au maximum du hardboil comme ça, même s'il y a d'autres trucs qui viennent se rajouter à ça, mais j'ai pensé tout de suite à un seul truc, Sin City. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a Sin City, Sin City était un comics, mais c'est un peu le même genre d'approche. Ouais. Donc je disais, voilà, cette série, la série B m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, si tu regardes bien dans le tome 1, il y a énormément d'allusions à la série B. Oui, oui. Donc voilà. Je l'ai lu, donc oui. Déjà l'incipit des livres ont beaucoup de points communs, voulus, et il y a quelques petites phrases qui reviennent, etc. Marc Falvo, il est au mais courant, voilà, en fait, il est... Alors oui, parce qu'il a le livre. Il a le tome 1 de ça. Déjà, il avait vu la version audio de Caution Investigation, le chapitre 1, il l'a entendu. Et il a le livre. Et il a apprécié la démarche? Il a apprécié la référence? Attends, est-ce qu'il a... Ah non, je rectifie. Je croyais non, il n'a pas encore le livre, mais en tout cas, il avait aimé la version audio de Caution Investigation. Et en fait, pour ne rien te cacher, avant de Crémuse, je lui avais envoyé le manuscrit de Caution Investigation tome 1, et il m'a littéralement dit, je cite, j'adore, mais c'est trop proche de la série B, je peux pas le publier. Voilà. Je comprends. Donc il sait que ce livre existe et il a plutôt bien aimé de ce que je comprends, mais voilà. Donc il m'a pas dit c'est un plagiat connard, arrête, donc tout va bien. Et connaissant Gus, s'il le pense, et connaissant le Gus, s'il le pensait, il l'aurait dit. Mais voilà. Donc pour recentrer, parce que là je pars dans tous les sens, la principale inspiration que j'avais c'était la série B. Il y a aussi un peu de Sin City dedans, mais je dirais que s'il y a une chose que j'ai le plus travaillé dans Caution Investigation, et point sur lequel Ellie m'a aussi un peu aidé, on le remerciera, ouais. C'est les dialogues. Comment dire, ma principale influence pour les dialogues de Caution Investigation, c'est les tontons flingueurs. Ah bah, Audiard. Mais j'avais reconnu un petit côté audiaresque dans les dialogues, ouais. Je m'en suis rendu compte. Pas de problème. Pas de problème, je suis content. Mais donc voilà, mes principales influences, c'est ça. Et la deuxième question, c'était quoi? C'était... à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais plutôt le faire en bouquin? En fait, ça, c'est juste que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à la base, Caution Investigation, c'était supposé être un tome, c'était supposé être une histoire en 9 chapitres, et puis basta. Sauf que j'ai eu un problème que j'ai très souvent quand j'écris. Je sais pas si tu vois ce passage dans Alan Wake, le jeu vidéo, à la fin du jeu, où il dit « Non, ce n'est pas un lac, c'est un océan. » Tu vois, c'est ça qui m'est arrivé. Genre, voilà, mais bon, bref, j'ai fait ma référence. En tout cas, je crois que Ellie est là, donc il est content, mais voilà. J'ai fini les 9 chapitres, j'ai écrit mon truc, et je me suis dit « C'est pas fini, en fait. »
Oui, d'accord, l'histoire, les personnages qui sont là, c'est fini, mais les événements, etc., ça doit continuer pour arriver à une conclusion logique. Si je peux me permettre... Et c'est là que je me suis dit... Pardon. Oui. Si je peux permettre une petite référence, t'étais comme l'oncle dans la série d'animation Jackie Chan. Je n'ai pas fini. Voilà, c'est ça, je n'ai pas fini. Et là, je me suis dit, si je fais ça uniquement en audio, ça va me prendre 10 000 ans. Alors que si je fais ça en livre, que j'aille à le faire en audio ou pas, au moins ce sera fait. C'était vraiment une question de... il était vraiment question de j'ai pas envie de passer 15 ans dessus. En livre, ce sera plus rapide à écrire et éventuellement à publier. Bon, après, il se trouve qu'on a ouvert Echo entre deux, mais bon, ça, c'est voilà. Et ben voilà, j'ai répondu à ta question. Et du coup, on va pouvoir mettre les pieds dans le plat. Parce que la particularité de ce livre, c'est qu'il mêle du coup le policier hard-boiled traditionnel à un aspect beaucoup plus fantaisiste et il y a même de la magie dedans. Et c'est là où je m'étais posé une question quand j'ai lu le livre et quand j'ai préparé, c'est que je me suis dit, le polar, c'est connu pour être quelque chose, pas de 100% réaliste, mais d'assez pragmatique dans sa démarche, c'est-à-dire que même quand il y a le poteau rose qui est dévoilé, il y a toujours une explication logique. Et même dans des œuvres qui utilisent les nouvelles technologies, comme la série Sherlock, où je crois que même que Marc Falvo faisait beaucoup ça, il utilisait beaucoup les nouvelles technologies dans ses travaux. Il y avait quand même un côté pragmatique, il n'y avait jamais ce côté où tu dis, non mais c'est pas comme ça que ça marche. Comment tu fais pour garder ce côté pragmatique du polar, que tu gardes, hein, je te peux le dire, parce que j'ai lu le bouquin, mais en même temps... rajouter suffisamment de magie, mais pas trop pour que ça fasse pas à chaque fois ta gueule c'est magique, tu sais, c'est-à-dire bon il y a de la magie du coup vas-y, voilà. C'est-à-dire que c'est utilisé avec parcimonie dans le bouquin. Comment tu fais pour trouver cet équilibre en fait entre fantasy et pragmatisme du polar? Alors, pour répondre à ta question, je vais devoir commencer par placer certaines définitions. Vas-y. Premièrement, c'est quoi le polar? Le polar, c'est un genre extrêmement codifié qui est dérivé plus ou moins des enquêtes, du mystère, puis du policier, qui, en somme, est une version un peu plus sombre du policier. C'est caricature. Je vais caricaturer, sinon on en a pour 10 000 ans. Bien sûr. Voilà. La fantaisie, c'est quoi? La fantaisie, c'est la mise en place d'un univers et de règles qui sont étrangères aux nôtres. C'est-à-dire que c'est la mise en place d'un monde qui n'est pas le nôtre, avec sa propre géographie, ses propres règles, etc. En tout cas, ça, c'est la définition que je t'aurais donnée si Harry Potter n'était pas sorti. Parce que, bon, il y a d'autres exemples après, mais Harry Potter est celui qui a fait date, parce que là, Harry Potter a involontairement inventé un truc qu'on appelle la street fantasy, ce qui fait que la fantasy, aujourd'hui, c'est l'intromission d'éléments relevant d'une magie assumée dans un contexte irréel ou dans un monde étranger au nôtre ou étant le nôtre. Par exemple, contrairement au fantastique qui, lui, ce qui différencie le fantastique de la fantasy aujourd'hui, peu importe le sous-genre de fantasy, c'est que dans le fantastique, la magie est très peu connue des gens. Si tu prends une histoire, dans une histoire de fantastique, genre tu prends, allez, on va prendre l'exemple que tout le monde connaît au moins de nom, genre Buffy contre les vampires, tu vois? Oui. C'est du fantastique. C'est pas de la street fantasy. Pourquoi? Parce que très peu de gens savent que les vampires, que la tueuse, que toute la mythologie du monde, là, qui est inventée par... comment il s'appelle déjà celui qui a créé la série? Bon, c'est pas très important. La mythologie, elle existe. Ouais, de Whedon, elle existe. Alors que dans Cochon Investigation, pour le coup, on est en pleine street fantasy. Pourquoi? Parce que la magie, tout le monde sait ce que c'est. Les races non humaines, tout le monde sait qu'elles existent, etc. Déjà, première chose. Donc, j'ai pris la street fantasy et j'ai juste mis les potards à 12 pour ce qui est du côté polar qui est inhérent à la street fantasy. Parce que la street fantasy, c'est on prend les codes de la fantasy et on les applique à notre monde. Globalement, c'est ça. Il y a quelques tentatives qui sont intéressantes, mais je trouve qu'il y a très peu de bonnes œuvres en street fantasy parce que c'est quelque chose qui est encore relativement mal compris. Parce qu'il faut beaucoup aimer la fantasy et beaucoup aimer le polar pour comprendre vraiment les codes qui sont en jeu là. Dans les mangas, il y a Tokyo Ghoul, je crois. Le premier Tokyo Ghoul était assez bon dans le registre. Pour le coup, c'est du fantastique. Pour le coup. Parce que oui, tout le monde sait que les ghouls existent, mais au final, c'est pas de la fantasy parce que la raison d'être des ghouls, ce qui fait qu'elles existent et qu'elles fonctionnent, c'est quelque chose qui est expliqué d'une façon pseudo-scientifique dans le manga.
C'est pas de la magie, c'est des cellules. C'est au niveau médical que ça se passe. Mais voilà. Attends, j'ai pas vraiment d'exemple de Street Fantasy qui marche à part Harry Potter, donc voilà. Et éventuellement Percy Jackson. Quoique Percy Jackson, pour le coup, c'est le contre-exemple. Mais voilà. Mais pour recentrer. Sinon, on en a pour 10 000 ans, parce que c'est un genre dont on peut parler pendant toute une nuit, hein, vraiment. Donc, pour recentrer, j'ai juste pris le côté pragmatique de la street fantasy, et le côté polar marchait très bien avec ça. Mais, attends, excuse-moi, je me recentre parce qu'on a beaucoup dérivé. Oui, voilà. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis posé la question, une question toute simple, et que je me pose beaucoup dans Convergence, c'est si des elfes existaient, si des orques existaient, des déchus, qui sont globalement des diables, et que leur existence était connue, et qu'ils s'intégraient à une société, comment ça marcherait? De la manière que ça se passe avec tous les autres peuples. Il y aurait du communautarisme, il y aurait du racisme, il y aurait des quartiers qui seraient alloués à l'un et à l'autre, des mafias, etc. Ce serait pas très différent de ce qu'on vit en fait dans notre vie. Et c'est un truc qui revient beaucoup dans Convergence aussi, c'est que un des messages sous-jacents de Convergence, c'est tu trouves que le monde n'est pas magique. Parce que c'est un truc qui revient souvent, les gens disent qu'ils trouvent le monde ennuyeux, enfin, voilà. Il y a beaucoup d'ados ou de gens en général qui disent oui, mais le monde il est ennuyeux par rapport au roman que je lis ou je ne sais quoi, etc. Et ma réponse c'est, mais si le monde présentait le même genre de fantaisie que ce que tu lis dans tes livres, ce serait tout aussi ennuyeux. Parce que ça s'accorde, parce que la démarche que ça suivrait, le processus qui s'en suivrait serait parfaitement logique, au final. Ça se normaliserait. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est une chose que j'essaie de dire avec Convergence, c'est au bout d'un moment, si ces choses existeraient, elles deviendraient normales et elles seraient normales, elles seraient aussi ennuyeuses que le reste. C'est un petit peu fataliste, mais voilà, c'est une chose que je pense vraiment. Déjà. Et puis en plus, tu parles de problèmes communautaires, c'est pas pour rien d'ailleurs que l'intrigue se déroule à New York. La Grosse Pomme, qui est une ville très connue pour son communautarisme limite assumé en fait. Bah oui, d'ailleurs, j'ai visité New York, donc c'est une chose que j'ai vue. C'est que New York, on n'arrête pas de dire oui, tout le monde est américain, le cosmopolite, etc. C'est faux. C'est faux. À New York, tout est quadrillé. Alors, je dis pas que c'est mal, hein, mais à New York, il y a un quartier italien, un quartier chinois, etc., etc. Les gens ne vivent pas ensemble, ils vivent chacun dans leur petit coin. Et ça leur va, hein, ils sont contents. Mais ça collait très bien à ce que je voulais raconter, à savoir cette façon de dire, d'accord, si ces peuples existaient, si ces gens existaient, le monde ne deviendrait pas un monde merveilleux et magique. Le monde aurait juste des problématiques de plus. Et c'est pareil pour la magie. Si la magie existait, alors déjà, le monde serait terrifiant, parce que les choses soient claires. Hein. Moi, je vivrais dans le monde de Harry Potter, dans lequel on pourrait te modifier la mémoire d'un sortilège, dans lequel on peut littéralement te rendre docile avec du GHB magique de je ne sais où. Je serais parano. Moi, dans le monde d'Harry Potter, je suis maugré folle œil. Hein. Je fais confiance à personne. Et c'est aussi ce que j'essaie de dire, c'est que la magie, voilà, c'est merveilleux, tout ça, voilà. Non, c'est juste une problématique de plus, une chose à craindre et à prendre en compte en plus. Et la magie, elle est traitée comme ça dans le roman, d'ailleurs. Il y a un passage qui est révélateur de ça. Mini spoil, à un moment, il y a Caution qui littéralement désintègre quelqu'un avec un sort. Genre, il le fait disparaître corps et âme. Voilà. Tu vois, c'est ce genre de choses que je voulais dire. Oui, tu trouves que la magie est géniale. Voilà, la magie existerait, on pourrait faire ça. Et c'est en ça que je trouve le côté pragmatique et le côté sombre du polar et le côté fantasy peuvent marcher. C'est que si on regarde la fantasy d'un point de vue pragmatique, c'est terrifiant. Et surtout, si tu intègres la fantasy dans un contexte plus ou moins réaliste, ça ne va pas changer le monde, ça va juste y rajouter des problématiques. D'accord. Et je pense que c'est pour ça que le mélange fonctionne. D'accord, c'est parce qu'en fait, oui, en fait, le côté pragmatique du polar prend le pas, même également sur le côté magique. Alors ça, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais si tu trouves que oui, je vais pas contredire là-dessus. Mais je vais juste donner mes arguments qui vont contre cette thèse. C'est le fait que, malgré le fait que le polar est effectivement très présent dans la forme, dans le fond, même si c'est relativement peu présent, la magie
entre en ligne de compte à tous les niveaux. Hmm. C'est vraiment, je pense que j'ai vraiment trouvé le bon équilibre. Après, je ne sais pas à moi d'en décider, je pense. Mais je pense pas que l'un prenne le pas sur l'autre. Après, dans le deuxième tome, pour le coup, qui va arriver, là, le côté fantasy va prendre le pas sur le reste. Non, pour non, ce tome-là. Parce que j'ai voulu faire un... Oui. T'as pas compris ce que je voulais dire. En fait, parce que la question de base, c'était comment tu fais pour que ça part pas dans un ta gueule c'est magique à tous les coins de rue et que ça modifie un peu, enfin ça altère un peu les règles d'un polar qui veut quand même qu'il y ait une certaine explication. Et toi, tu m'avais dit, c'est parce que j'essaie de m'imaginer si le pragmatisme du monde réel s'appliquait enfin, si la magie existerait dans d'autres mondes, ça rajouterait des problématiques, certes, mais ça ne changerait rien. En fait, ce même pragmatisme, tu l'appliques à la magie. Je parle pas d'un équilibrage. Je sais pas si je m'exprime bien, en fait. C'est peut-être la fatigue. D'accord. Oui, alors oui, il y a ça aussi. Donc j'avais mal compris, effectivement. Merci pour la rectification. Pas de souci. Mais oui, ce pragmatisme, je l'applique aussi à la magie. Dans le sens où la magie de... Alors ça, je l'ai relativement peu développé dans Caution, pas pour l'instant en tout cas, mais la magie de convergence, c'est pas je récite des formules et un truc qui se passe. La magie de convergence, c'est une science, avec des théorèmes, avec des choses à apprendre, avec un savoir assez écrasant. Vraiment, la magie de convergence, si jamais à un moment, je fais intervenir un mage qui parle de magie dedans, le mec, tu as l'impression qu'il te parle de mathématiques. Il te cite des formules, il te cite des calculs, il te cite des théorèmes, comme je dis. Mais à aucun moment, il te parle de la magie de l'amitié ou de la magie des éléments, je ne sais quoi. Il va te dire, selon tel théorème, tel calcul, si tu veux faire un sort, tu dois faire ça. C'est comme les midi-chloriens pour Star Wars. Ils avaient, à un moment, les mecs avaient gueulé en disant, vous avez donné un côté scientifique à la force, alors que c'était censé être un truc magique, quoi. Là, alors oui, mais encore une fois, bon, après je crois que je vais donner un peu la parole à Ellie parce que quand oui, même. Parce que mais on s'est interrogé juste après, ouais. Voilà. Mais bon, pour finir, pour revenir à ce que tu dis une dernière fois, oui. Mais à titre personnel, moi qui suis quelqu'un, bon, je dis rapidement que je suis quelqu'un de croyant. Je pense que le scientifique et le spirituel. Oui, il y a un peu de ça, John. Je pense que le scientifique et le spirituel ne sont pas si éloignés que ça l'un de l'autre. Pour moi, la science et la croyance sont des choses qui sont plus ou moins les deux faces d'une même pièce. Donc, faire du scientifique, pour moi, faire du scientifique, c'est faire du spirituel. Et faire du spirituel de la bonne manière, c'est un pas vers la connaissance. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et voilà. Et du coup, Michael, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, des observations supplémentaires à rajouter par rapport à ce qu'a dit Lucas ? Ah non, moi les gars, vous savez bien, je suis un homme de l'ombre, je suis un roadie, et un bon roadie, ça s'écrase. Non, honnêtement, pas grand chose à rajouter sur ces écrits, à part que, comme il l'a souligné, au niveau des dialogues, il est un peu trop, académicien, il est un peu trop sur les bancs de l'école, ce qui fait que lorsque j'interviens sur les dialogues, je lui donne un côté un peu plus vivant, un peu plus spontané, ce qui rend le récit plus crédible. Oui, je souligne le fait qu'effectivement, Ellie, à plusieurs reprises, a intervenu pour améliorer les dialogues du livre. Là, pour le coup, bon, ce qui fait de lui techniquement un co-auteur, mais ça, il ne le dira pas. Non. Mais, voilà. Et en fait, il sélinise ton bouquin. Il sélinise ton bouquin, Ellie. Eh ben. Quoi ? Incroyable. T'entends ça, Ellie, tu me sélinises. Ça veut dire que je suis le bout de la lune ? Eh merde. C'est le bout de la nuit. C'était Voyage au bout de la nuit, le titre. Oh. Je serai la copie Wish. Oh non. Bon, du coup, ce sera l'occasion. Là, c'est une question qui s'adresse à vous deux. Comment s'organiser la collaboration ? Déjà, comment elle a débuté ? Quand vous êtes dit, tiens, du coup, on va collaborer ensemble pour le bouquin. Et comment, en dehors de ce côté du coup dialoguiste que vous avez apporté, comment s'est assurée la collaboration ? Ellie, vas-y. Ah oui, je le dis. Eh bien, je vais pouvoir honnêtement dire que ce qui nous a réunis, eh bien, c'est Sonic le hérisson. Voilà, nous avons été réunis par les lois magiques de Sonic. Voilà, c'est une chose qu'on peut dire. Il s'avère que lors d'une de mes sessions dessin, j'étais en train de dessiner un des personnages de l'univers Sonic, à savoir Silver. Et j'étais en train de le dessiner et de m'entraîner surtout au niveau de l'ombrage. Un ombrage que j'essaye de reproduire. Très, très marqué, un ombrage vraiment très marqué, à mi-chemin entre le manga et le comics. Donc pas entièrement des aplats de noir
mais quand même des aplats de couleurs qui permettent de faire ressortir les couleurs les plus vibrantes. Et c'est à ce moment-là que Lucas et moi sommes en pleine discussion et me demande qu'est-ce que je suis en train de faire. Bon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je lui dis tout simplement, je suis en train de dessiner. Bon, il demande à voir l'illustration et je lui montre. Et c'est devant l'aspect subjugué de mon camarade que j'entends une phrase qui va malheureusement sceller notre destin à tous les deux. Est-ce que tu veux bien illustrer mon livre? Bon, je sens qu'on est parti dans une belle merde, mais tu sais quoi, vas-y, hein, on n'a rien à perdre. Vas-y, advienne que pourra, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à faire le premier tome de Caution Investigation avec énormément de contretemps, avec énormément de problèmes techniques, mais on est bien heureux déjà qu'il soit sorti. Et quand tu découvres l'univers de Caution, qu'est-ce qui te séduit en premier lieu? Peut-être sa ribambelle de personnages haut en couleur. Pas tant Caution, parce que Caution, j'ai honnêtement l'impression qu'il subit le syndrome, alors là ça va parler uniquement aux plus vieux, mais le syndrome Senseiya, le syndrome Chevalier du Zodiac, c'est-à-dire que le personnage principal n'est pas le personnage le plus important, mais bien les camarades qui l'entourent. Ce qui fait que les personnages comme Sylvis, les personnages comme Dulcis, les personnages comme le grand méchant de ce tome 1, à savoir Reinhaus, ce sont des personnages qui sont infiniment plus intéressants que Caution, parce que Caution, lui, est un témoin, il est un spectateur, il est tout simplement observateur de cette vie-là, cette vie qui grouille à New York. Ce qui fait que les personnages peuvent vraiment retranscrire et briller dans des situations où Caution est en retrait. Et au contraire, lorsque Caution se met à briller, il ne se met pas à briller par rapport à lui, mais bel et bien par rapport aux personnages qu'il a rencontrés, aux personnages qu'il connaît et aux personnages qu'il connaîtra par la suite. C'est ça que j'apprécie plutôt, c'est cet aspect un peu... le personnage principal existe pour que les autres puissent briller. D'accord. C'est un peu aussi le syndrome. Alors c'est pas péjoratif, mais je venais de penser à la vidéo du chef Otaku sur le sujet, et c'est pour ça que c'est un peu le syndrome Yamcha dans Dragon Ball. Alors, l'analogie aurait fonctionné si Yamcha effectivement était le personnage principal. Or, Yamcha c'est le clown de service. Malheureusement, hein, on en a fait un personnage blague, il aurait pu fonctionner foncièrement, puisque au départ de Dragon Ball, c'est quand même un brigand assez dangereux qui tient tête à Goku. Mais non, plus le manga avance et plus Yamcha est relayé au second plan, voire au tiers plan, au troisième plan, quand il n'est pas tout simplement oublié de l'existence de la trame. Donc non, c'est vraiment l'aspect personnage principal qui a été créé pour que les autres puissent tourner autour de lui, mais surtout révéler leurs qualités que foncièrement le personnage principal a, parce que c'est ça, le personnage principal a des qualités que tous les personnages secondaires ont, mais les personnages secondaires exacerbent ce trait de qualité, ce qui les rend d'autant plus attachants. Je vois. Alors, je veux rebondir sur un truc qu'a dit Ellie. Il a dit, t'as dit un truc très juste, Michael. Effectivement, Caution est un personnage qui est relativement en retrait d'un point de vue de personnalité par rapport aux autres. Mais il y a une raison pragmatique à ça, c'est que vu que l'histoire est racontée de son point de vue, il ne s'étend pas plus que ça sur lui. Même si on a son point de vue, forcément, il ne parle pas tant que ça de ce qu'il est. Il parle de ce qu'il voit, comme l'a dit Ellie, c'est un témoin. Mais il y a une deuxième raison qui est plus méta, celle-là. Est-ce que tu sais d'où vient le nom de Caution, Taiki? Alors visiblement, tu fais un petit une petite allusion. Tu dis ouais, mais je suis sûr que je suis le seul à connaître la référence. Tu dis ça à un moment donné dans le bouquin. Et mais moi j'ai pas compris. J'étais là, j'ai pas compris. Bah alors, pour donner la référence en entier, James Eugène, ce sont les prénoms de James Eugène Raynor dans StarCraft. Donc là, alors c'est pas forcément le plus important, mais Caution, tu feras une recherche sur la série noire. Le premier livre qu'a sorti la série noire en France, le héros s'appelait Caution.
D'accord. Et il y a une raison à cela, c'est que Caution, James Eugene Caution, c'est littéralement l'archétype absolu du héros de Hardboiled. Mais même visuellement, le mec n'est qu'une silhouette, parce que c'est un élément, parce que pour plein de raisons qui sont pas encore clairement décrites, le mec n'est littéralement qu'une silhouette, on ne le voit pas. Ce qui correspond à ce cliché de la silhouette dans l'ombre qui se balade, mais dans le même temps appuie ce côté je ne suis personne. Et c'est aussi ça dans un sens le drame du personnage qui sera un peu plus développé par la suite, c'est que littéralement ce mec n'est plus qu'un archétype tellement il a morflé. Il a tellement morflé qu'il est littéralement un personnage de Hardboiled, pas dans le monde réel, mais dans le monde réel de Convergence. Il a tellement souffert qu'il en est devenu ce cliché. Et c'est pour ça qu'il est mis en retrait, parce que lui-même n'est plus grand-chose. Mais dans ce cas, Frollo, un personnage qui est voulu comme un archétype de personnage de Hardboiled, à un tel point que ça s'inscrit dans son nom. Il y a un autre personnage qui est comme ça dans le jeu vidéo. Max Payne. Oui, Max Payne, effectivement. Alors, j'ai beaucoup joué à Max Payne, donc ça m'a sûrement influencé, mais j'ai pas plus que ça cherché à mettre des références à Max Payne dans Caution. Ouais, donc, influence involontaire. Est-ce que vous avez rencontré des contraintes durant votre collaboration ? La communication, je dirais, elle est... Alors, il y a de ça, mais il y a surtout le fait que je soulève des caisses. Bon, non, pour être parfaitement honnête, la collaboration s'est déroulée dans un moment le plus dramatique possible, c'est-à-dire que on avait des merdes d'absolument tous les côtés. Oui, voilà. Ça aussi. Je pousserai pas le vice, je dirais simplement que lui avait des merdes au niveau éditorial. Moi, j'avais des merdes parce que j'étais littéralement en train de faire deux boulots à la fois. Parce que mon boulot, moi, à la base, je suis absolument pas artiste, je suis absolument pas illustrateur. Moi, on me paye pour soulever des caisses, si tu veux. Et du coup, on s'est retrouvé avec un énorme décalage et un rush final qui a été vraiment insurmontable. Hein. C'est-à-dire je me suis retrouvé à faire les illustrations à 3 jours d'intervalle. Donc une illustration tous les 3 jours. C'était vraiment compliqué. Hein. Je me levais, je dessinais, je me couchais. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et quand même, malgré tout ce déboire, malgré tous ces problèmes et des problèmes qui nous ont bien malencontreusement mené à fonder Muse Édition, on a réussi à sortir ce bouquin. Et ça, c'est beau. Donc en fait, il n'y a pas eu tant de problèmes au sein de la collaboration, mais autour de la collaboration, quoi. En soi, l'écriture à 4 mains, c'est pas ce qui a été le plus contraignant, c'est tout ce qu'il y avait autour, tout le qu'il y avait derrière qui était... Alors, le côté écriture à 4 mains, il était là, mais il était plutôt subtil et c'était après les dessins. Parce que Ellie ne m'aide pas pour l'écriture en elle-même, il m'aide surtout pour peaufiner des choses. Après, oui, il y a un côté écriture à 4 mains, mais il est relativement subtil. Mais pour ce qui est du dessin en lui-même, il n'y a pas tant... ça s'est plutôt bien passé en dehors des problèmes qu'on a eus. Pour une raison simple, c'est que comment ça se passe? J'ai voir Ellie, je lui dis, écoute, voilà le texte. Déjà, si tu vois des choses que tu veux me faire remonter, tu le fais. Ensuite, tu prends un passage par chapitre que tu veux illustrer, celui que tu veux, et tu l'illustres. Moi, j'arrive pas en lui disant, je veux que tu illustres ce passage qui lui parle absolument pas. C'est pas du tout la démarche. Donc, vu qu'il illustre que des choses qui lui parlent, a priori, enfin, je crois, bah, forcément, ça facilite un peu la chose. Je vois. Oui, c'était exact. Et du coup, qu'est-ce que vous conseillerez, vous deux, à quelqu'un qui veut réaliser son premier livre? C'est-à-dire que il vient vous voir et dit voilà, j'aimerais moi aussi, comme vous, faire mon premier livre. Je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que je dois faire, etc. Comment démarcher les éditeurs. Qu'est-ce que vous me conseillerez de faire? Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut commencer son premier livre? Bon, bah, je crois que c'est une question pour moi, ça. Hop. Bah, Ellie peut aussi répondre, lui aussi. Hein. Ellie, t'as un truc à dire avant que je lance dans la tirade qui va durer 2 heures? Alors, ta fameuse tirade qui va durer 2 heures, bon, on a bien compris le mélomane. Mais pour moi, c'est un truc con, c'est un truc extrêmement con.
mais je m'en suis bien rendu compte ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. C'est surtout, et ça va paraître extrêmement débile, mais vivre. Juste vivre. Se promener, voir les choses de ses propres yeux, comprendre comment ça fonctionne, parler aux gens, discuter, observer la nature telle qu'elle fonctionne. Et se retrouver à un moment où on se dit, tiens, cette idée-là, elle me parle et me tient à cœur. Je veux peut-être la construire. Et à partir de cela, à partir du moment où on se dit, je veux construire cette idée, partir non pas dans une spécialisation pour développer cette idée, mais lire de tout, comprendre de tout, voir comment ça fonctionne. Même des auteurs que foncièrement n'ont pas sorti leur meilleur livre, etc. Parce que c'est de la même notion que je dirais le produit culturel. Je dirais que c'est de la même notion. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus à tirer des erreurs des gens que de leur réussite. Et c'est quand tu comprends ça que foncièrement, tu as un plan non seulement pour savoir comment éviter des erreurs peut-être grosses, peut-être grossières, voire même des erreurs qui foncièrement joliment tournées ou joliment recentrées peuvent devenir des réussites. C'était à l'époque où j'avais interviewé Rémi Gaza de Persona, il m'avait dit que l'un des meilleurs souvenirs qu'il avait de son expérience de compositeur pour le jeu Rayman, il avait dit c'est des erreurs qui m'ont mené à de bonnes compositions. C'est-à-dire qu'il a fait une erreur, il a dit non, ah man, c'est pas comme ça que je voulais le faire. Il réécoute et dit alors non, c'est pas comme ça que je voulais le faire, mais il y a un truc. Et du coup, ça lui a mené à faire des compositions. Et du coup, c'est tout ce que c'est le seul conseil que tu donnes du coup. Honnêtement, oui, vivre, juste vivre, parce que c'est comme comment dire, c'est comme ces gamins, ces gamins de 18 ans qui te regardent. J'ai des idées, j'ai des principes, j'ai des concepts. Non, tu as des choses que les gens t'ont données, tu as des idées que les gens t'ont refourguées, mais toi, tu ne les as pas vécues. Toi, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que tu n'as pas vu le monde tel qu'il est. Tu n'as pas observé le monde de tes propres yeux. Parce que ce n'est qu'au moment même où tu observeras le monde, où tu le comprendras et où même d'un point de vue fataliste, tu te dis, je ne pourrais pas changer ces choses-là. C'est pas grave. Parce qu'il y a des choses qui sont ancrées ici depuis des centaines d'années, depuis des millénaires. Et c'est des choses que tu ne pourras pas changer. Mais la plus grande force de cette vie, c'est que tu te dises, d'accord, maintenant je comprends ce qu'il voulait me dire, et je suis peut-être en accord ou en désaccord, mais au moins j'ai différents sons de cloche. Je sais je sais pourquoi ils en sont arrivés à un tel stade, je sais pourquoi ils sont arrivés à une telle réflexion, et voilà, en fait, c'est juste vivre, juste vivre. Je vois. Merci pour ce conseil, Michael. Lucas ? Alors, Michael a donné tous les conseils qu'il faut sur le plan humain. Donc moi, je vais être un peu plus pragmatique. Déjà, conseil numéro 1, lisez beaucoup. Et dans autant de domaines que possible. Lisez aussi bien des classiques que de la fantasy, que de la SF, que de l'horreur, etc. De manière à voir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas le plus vite possible. Et à vraiment affiner vos goûts le plus vite possible. Ensuite, écrivez beaucoup. Pour citer Stephen King, l'un des avantages du métier d'écrivain, c'est que tu peux l'apprendre en pratiquant. Ça marche moins bien avec chirurgien, par exemple. Donc, écris beaucoup, vraiment. Pas forcément le plus possible, mais le plus régulièrement possible. Si tu écris 8 heures, si tu écris 8 heures un jour et puis plus rien pendant 2 mois, c'est pas bien. Si tu écris une demi-heure par jour, c'est bien. Vraiment, soyez régulier, le plus possible. Ensuite, une fois qu'on en arrive au stade de l'écriture, une fois qu'on arrive au stade où on a un livre, on a un manuscrit qui est là, qui fonctionne, il est beau, faites-le relire par autant de personnes que possible. Alors, la famille et les amis, c'est bien, mais ils n'oseront pas toujours vous dire que vous avez fait de la merde si vous en avez fait. Alors des bêta-lecteurs, même si vous leur envoyez qu'un extrait, histoire de voir ce qu'ils ont à dire, c'est bien aussi. Ensuite, pour ce qui est de vous faire éditer, pour ce qui est de trouver un éditeur et que le livre sorte, alors, je vais vous dire une chose qui va vous sembler extrêmement contre-intuitive.
voire extrêmement hypocrite, mais vous avez extrêmement peu de chances de vous faire publier en envoyant un manuscrit par les voies classiques. Ce que je veux dire, c'est envoyer un manuscrit par mail ou par la poste, comme le font souvent. Sachez une chose, il y a très peu de manuscrits qui sortent comme ça. 90% de ce qui se fait éditer, ce sont des gens qui court-circuitent ça, qui court-circuitent les manuscrits et les comités de lecture. Et vous me direz, comment on court-circuite les manuscrits et les comités de lecture? Ben, en allant directement voir l'éditeur. Donc, ce que je vais vous dire, c'est un conseil qui va un peu se rapprocher de celui d'Eli, mais intéressez-vous au monde du livre. Allez dans les salons du livre, allez à des rencontres littéraires, parlez à des écrivains, parlez à des éditeurs si vous le pouvez. Et surtout que le monde du livre, c'est un monde dans lequel tout se sait très vite et où les gens parlent assez facilement. Donc, vous aurez vite les bons sons de cloche. Que ce soit pour les éditeurs auprès de qui vous pouvez postuler, aussi bien que ce soit pour voir qui vous appréciez et qui vous n'appréciez pas, et à qui vous pourrez dire, écoute, j'ai ce manuscrit, est-ce que je peux te le filer directement? Ce qui marchera beaucoup mieux que le système des manuscrits classiques. Tu es en train de me dire qu'il faut Donc, voilà, construire un réseau? Oui, et oui, je suis en train de dire qu'il faut construire un réseau et qu'il faut aller voir à quoi ça ressemble le monde de la littérature. Parce que, comme le disait Ellie, le monde de la littérature, c'est comme le monde normal, en fait. On a beaucoup d'idées préconçues quand on le connaît juste en théorie. Parce que dans la pratique, le monde de la littérature, c'est un monde qui n'est pas toujours facile à appréhender. Il y a un truc que je donne souvent en exemple. Alors, toi, tu connais J.B. Leblanc, Taïki? Oui, qu'on avait déjà reçu dans le cadre à l'époque de Virtua Livre et il s'est retiré, je crois d'ailleurs, il s'est retiré du monde de l'écriture. Bah justement, J.B. Leblanc, c'était un écrivain qui écrivait du polar et il était membre de la police judiciaire. Donc il écrivait des polars vraiment très réalistes. Genre niveau procédure, c'était comme la vraie vie. Il faut rappeler en Île-de-France, donc là où ça craint le plus. Oui, mais voilà, mais bref. Lui te dirait que non, mais ça c'est autre chose. Ouais. Donc voilà, on a affaire quand même à quelqu'un de solide. Cet homme a fini par quitter le monde de la littérature et tu sais pourquoi. Il a dit littéralement, il me l'a dit à moi, il a dit à d'autres personnes autour de moi, c'est un univers qui est tellement pourri que j'en peux plus. Donc il y a un mec de la police judiciaire qui te regarde et qui te dit ça. Donc tu peux en tirer des conclusions. Des conclusions. La première étant, le monde de la littérature, ça peut être un piège. Clairement, si tu fais confiance aux mauvaises personnes, ou si tu te laisses bouffer par les mauvaises personnes, c'est compliqué. Mais je me Donc, rappelle... vraiment, oui. Non, excuse-moi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre... Je sais pas d'où ça vient. Mais en fait, ça me rappelle à un moment donné, à l'époque où tu fréquentais beaucoup mes lives, et à un moment, on avait réagi à des extraits de la télévision française du XXe siècle, et on était tombé sur un extrait où tu avais Jean Edernalier et François Chalet qui s'étaient embrouillés parce que l'un des deux avait collaboré dans un journal qui a collaboré durant la Seconde Guerre mondiale. L'autre, il pète un câble, il prend le sandar et il lui éclate dans la tronche et ça crée une émeute. Et du point de vue du néophyte, c'est en mode waouh, c'est quoi, il s'est passé quoi dans un salon du livre, ça a dérapé, alors que pour toi, tu disais limite, bah ça m'étonne pas et que c'était beaucoup plus régulier qu'on pouvait le penser. Alors, c'est beaucoup plus régulier, mais non, ça m'étonne pas. Mais pourquoi ça m'étonne pas? Parce que ce que tu vois, c'est la face émergée de l'iceberg. Mais la face immergée, c'est toutes les phrases que les gens te diront dans ton dos, tous les bruits de couloir que tu as, comme quoi un tel a dit que t'étais un connard, tous les bruits de couloir comme quoi tel ou tel, celui contre toi, ne veulent pas de toi, tous les petits jeux d'influence pour essayer de gratter un manuscrit auprès de tel ou tel éditeur qui fonctionne bien, etc. C'est la raison de ce genre de conflit. Je pense que l'article dans le journal, c'était juste la goutte d'eau. Je pense que juste c'était deux écrivains qui ont eu plein de conflits d'intérêts au cours de leur carrière et qui en sont arrivés là. Voilà, et dès le moment où il a dit, après, voilà, paf, voilà, ça a été le truc de trop. Ouais, voilà. Mais après, voilà, je sais pas, je connais pas la finalité de ces deux écrivains, mais je pense que c'est ça. Mais vraiment, ce qui est beaucoup plus destructeur à moyen et long terme, c'est l'hypocrisie de beaucoup de monde dans ce milieu. C'est qu'il y a énormément de monde dans le milieu littéraire. Évidemment, je citerai pas de nom parce que demain, je me prendrai 15 procès. Mais il y a énormément de monde dans le milieu littéraire qui
n'existent que pour paraître, qui n'existent que pour sortir leurs livres, en parler sur les réseaux sociaux, être chez un bon éditeur, et puis voilà. Ce qui est un mauvais calcul, parce que le lecteur moyen ne s'intéresse pas plus que ça à ça. Lui, il veut juste qu'on lui propose un livre qui le fait vibrer. Le lecteur moyen, il est juste en mode, ok, ce livre me plaît, je le prends, sinon tant pis. Donc c'est pas forcément un bon calcul. Mais il y a des gens qui ne vivent que par ce calcul. Et ça, il faut le prendre en compte. Comme le disait Ellie, il faut pas te dire j'aime ou j'aime pas. Il faut te dire ok, c'est comme ça. À partir de ça, je peux faire quoi? Et moi, ma réponse, ça a été je vais créer la maison d'édition et je vais jouer le rôle de filtre, et littéralement m'entourer de gens en qui j'ai confiance et me dire voilà, on pourra compter les uns sur les autres et avancer. Et je vous conseille créer un réseau, créer une maison d'édition, voilà. Et je vous conseille vraiment de faire ça si vous voulez sortir un livre. Plus que beaucoup lire, beaucoup écrire, plus que vous faire relire, surtout, intéressez-vous au monde du livre, voyez dans quoi vous mettez les pieds. C'est très important parce que c'est pas un univers qui est tout rose. Il y a des gens géniaux dans ce milieu, hein, salut Fred, ne pour ne citer que lui, mais voilà, il y a aussi des gens qu'il vaut mieux éviter. Apprenez à les éviter, apprenez à les reconnaître, apprenez à comprendre comment ce monde fonctionne. Et si vous vous sentez vraiment de le faire, allez-y. Mais si vous vous dites non, c'est mort, je veux juste pas, c'est vraiment trop pourri, c'est pas la peine. Écrivez vos romans pour vous, parlez-en à vos potes, distribuez-le gratuitement à vos potes, ça arrivera au même. Je confirme pour écrire pour soi. Et écoute, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, vu que tu parlais de Fred, je profite pour passer un bonjour à Frédéric Lévin et Pierre Brûlé, qui ont fait partie des premiers à avoir accordé leur confiance à Radio Dojo. Je confirme que ce sont de très bonnes personnes. Donc, écoute, c'est sur cette transmission d'expérience qu'on peut conclure cette émission. Est-ce que vous deux, vous avez quelque chose à dire? Un petit mot pour la fin? Je crois que... attends. Ouais, c'était rapide. Mais bon, non, j'ai rien à dire. Comment ça, c'était rapide? Ouais, je m'attendais à plus de questions pour Ellie, mais voilà. Je pensais l'avoir fait... je pensais l'avoir fait intervenir assez souvent. Désolé. Tu as quelque chose à rajouter? Je suis un roadie. Je suis un roadie. Je suis un roadie, mais t'inquiète pas, de toute façon, là, tu sens le pauvre Lucas, il était fatigué, en même temps, il est malade en ce moment, hein. Merci, Champi, en ce moment, il est vraiment malade, voilà, il a atteint du ligma, le pauvre. Il a atteint du... What the hell is ligma? John, qui a une question pour toi, Ellie. Bon, ouais. Prêt à répondre. Johnny Boy. J'en profite pour vous recommander, on mettra les liens en description. C'est quoi ton point commun avec Moment Gourou? Quoi? Tu sais ce que j'ai fait hier soir avec Maman Gourou? J'ai bondi sur ma queue. Vous me cassez les couilles. Vous me cassez les couilles. Moi, j'ai une question pour Ellie, éventuellement. Vas-y. Fais-moi rêver. Ellie, tu nous parlais pas un petit peu des influences que tu as pris en influence pour les dessins de Cochon? Oh Seigneur Dieu. Oh là là. Il n'y a pas que des là, il est lancé. Là, il est lancé. Là, il va se rattraper. Attends, je sors mon parchemin. Du coup, il y a du monde, il y a du beau monde. Il y a du bon monde et je commencerai effectivement par ce que nous a sorti Lucas, c'est-à-dire les Super Picsou géants, mais pour être plus précis, Don Rosa. Don Rosa qui est l'illustrateur de la jeunesse de Picsou et qui est honnêtement une de mes grandes références du côté ricain. Parce que Don Rosa a vraiment un trait et un humour qui se remarque assez subtil, qui se remarque à chaque case. Et ça a été peut-être l'un de mes premiers contacts avec un beau dessin. Vraiment, Don Rosa, ça a été un de mes premiers contacts avec des beaux dessins, tout ce qui est la jeunesse de Picsou, les trésors de Picsou. C'est comme ça que j'ai découvert un aspect plus mature de la vie de ces canards-là. Donc Don Rosa, c'est évidemment d'ailleurs, la jeunesse une référence. de Picsou était bourrée de références. Déjà, je me rappelle qu'il y avait une scène qui était littéralement une référence à Citizen Kane, celle où il tient la boule à neige et il dit juste Goldie et qui était une référence à Rosebud. Oui. C'est ce moment où il se rappelle de son passage au Klondike et surtout ces quelques semaines merveilleuses avec Goldie. Du coup, nous avons Don Rosa.
Je citerai également du côté américain Alan Moore, parce qu'évidemment Alan Moore, hein, j'ai envie de te dire, mais moins Alan Moore que Brian Bolland, qui a dessiné The Killing Joke. Voilà, ce monsieur a un sens du détail, et notamment un amour du personnage du Joker, qu'il a excessivement bien retranscrit dans The Killing Joke, et s'est permis, il y a quelques années de cela, de refaire cette histoire, de refaire les dessins de cette histoire, et lorsqu'on se rend compte du travail accompli, et surtout du décalage incroyable qui s'est passé entre 88, il me semble que c'est la première édition de Killing Joke, et il y a quelques années encore, très, très récemment, on voit le gap incroyable du talent de cet homme, et juste les dessins sont absolument magnifiques. On rajoute les aplats de noir qui manquaient cruellement au dessin de 88, et une profondeur vraiment incroyable. On a vraiment l'impression que ces personnages-là ressortent, et par amour du Joker, on voit que c'est lui qui est absolument la star du livre. Donc, plus Brian Bolland que Alan Moore, parce que Alan Moore est vraiment un très bon dessinateur, mais si je devais retenir un seul personnage, un seul homme, ce serait Brian Bolland. Donc ça, c'est vraiment du côté américain. Donc t'es plus Alan Moore que Frank Miller, pour reprendre la rivalité entre les deux. Oui, Alan Moore. Clairement Alan Moore. Et du coup, du côté... Là, je vais prendre les gens à part, effectivement, mais là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans notre folklore à nous, qu'on connaît très proche, hein, puisque c'est un illustrateur belge, et c'est le créateur de Lucky Luke, c'est Maurice. Voilà. D'ailleurs, les vêtements de Lucky Luke portent les couleurs du drapeau belge. Maurice, en soi, c'est pas tant par le dessin qu'il m'a impressionné, mais surtout son rapport aux couleurs. Maurice a vraiment été très intelligent sur la manière de retranscrire une émotion par la couleur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite frappé. C'est que les dessins en soi, c'est de la BD franco-belge. C'est pas quelque chose de poussé. C'est pas quelque chose qui demande des traits incroyables ou un dessin qui prend 3 heures. C'est de la BD franco-belge. Mais, par simple aplat d'une seule couleur, il permet de retranscrire une émotion, qu'elle soit la rage, qu'elle soit la peur, qu'elle soit le suspense. Vraiment, Maurice parvient à retranscrire ça, mais je dirais que si Maurice a planté le concept et l'a plutôt bien étalé, je dirais que celui qui a poussé ce concept-là jusqu'au bout, c'est Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme qui a justement repris les travaux de Maurice et qui a fait L'homme qui tua Lucky Luke. Cette idée d'utiliser une seule couleur pour retranscrire une émotion, si Maurice l'a planté, Mathieu Bonhomme a poussé le concept jusqu'au bout et l'a perfectionné. Voilà, pour moi, il y a Mathieu Bonhomme. Donc vraiment, ces deux personnages-là, et c'est surtout quelque chose qui me fascine et qui me fait extrêmement rire, c'est que à la base des dessins, Lucas et moi, on s'était mis d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule couleur prédominante au niveau des dessins. C'est resté. Il y a une petite subtilité, notamment 2 couleurs pour le personnage de Dulcis, parce que on a pu se permettre par la suite. Mais vraiment une couleur pour retranscrire peut-être soit le personnage, soit l'ambiance, soit ce qui tourne autour de ce personnage. Donc voilà. Donc nous avons Rossa, nous avons Moore, nous avons Bolland, nous avons Maurice, nous avons Bonhomme. Et là, on va peut-être sortir du côté un peu plus traditionnel, parce qu'on va rentrer du côté des illustrateurs japonais. Voilà, les illustrateurs japonais, je suis un grand fan de jeux vidéo, et la plupart d'entre eux ont posé leur univers et leurs pattes, mais ancré leurs pattes dans mon imaginaire. Je citerai notamment le premier, Yoji Shinkawa, qui n'est rien d'autre que le Chara designer et le mecha designer de la série des Metal Gear Solid, et qui a également travaillé sur Death Stranding et d'autres productions en rapport avec Konami. C'est un pote de Kojima. Yoji Shinkawa, en fait, pour moi, c'est le pote de Kojima. Yoji Shinkawa, c'est vraiment au niveau du trait, c'est permettre de retranscrire un visage aussi brut, et c'est surtout en fait comment je pourrais dire cela, le détail, le sens du détail. Le sens du détail qu'a Shinkawa sur ses illustrations, il peut passer
30 ans. Il peut passer 30 ans de sa vie sur le dessin, mais à la fin, on aura un dessin qui va fourmiller de détails et qui paraîtra plus vrai que nature. Et pourtant, on remarque bel et bien que la patte est bel et bien japonaise, que la patte est bel et bien ancrée dans la culture manga. Mais Shinkawa a ce côté vraiment, je me rapproche du comics et tu vas vite t'en rendre compte. Également, je citerai donc Akira Yasuda. Akira Yasuda, donc de son pseudonyme Akiman, qui est l'un des principaux illustrateurs et principaux artistes de la série des Street Fighter, de Street Fighter 2 à Street Fighter 3 et 4. Donc c'est quelqu'un de plutôt honnête sur ses traits. Il a créé nombre de personnages de la série et a vraiment permis à ces personnages d'exister. C'est notamment lui qui a créé le personnage de Chun-Li et qui a posé absolument toutes les bases de son art et encore aujourd'hui d'ailleurs continue à se perfectionner. Nous avons également 2 autres artistes. Celui-là, j'en parlerai un peu moins parce que honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait, mais donc je vais le citer. Il s'appelle Falcon. Et Falcon, c'est un des membres des illustrateurs de chez SNK. SNK, non pas Shingeki no Kyojin, mais bien SNK, la boîte de jeux vidéo, qui travaillait notamment sur les King of Fighters. Et Falcon est un excellent artiste. Mais là où je pose ma limite avec Falcon, c'est la même que je pose avec les illustrations et les ouvrages Corto Maltese. Pour moi, Corto Maltese comme Falcon, ce sont d'excellents artistes. C'est Hugo Pratt. Leur patte et Hugo Pratt. Ils sont reconnaissables entre mille, mais ce qui les tue, ce qui tue leur art, et j'ose le dire, c'est la couleur. La couleur noie leurs esquisses en noir et blanc. Voilà. C'est pareil pour Falcon, c'est pareil pour Hugo Pratt. Leur art ressort vraiment et brille à travers leurs estampes en noir et blanc, pas en couleur. Et pour citer le dernier, ce sera Shinkiro. Shinkiro, qui est un artiste que très certainement vous connaissez, puisqu'il a été l'illustrateur de nombreuses boîtes de jeux vidéo, que ce soit Capcom, SNK, etc. C'est bien simple, si vous voyez un aspect très manga, mais avec une musculature très humaine, avec des couleurs qui se rapprochent d'un ton très humain, mais que vous voyez très bien que c'est quand même un dessin manga, c'est Shinkiro. Il a un trait reconnaissable entre mille, et c'est probablement... Aujourd'hui, il s'est un peu atténué. C'est un style qui s'est vraiment atténué, qui s'est vraiment adouci. Mais je me souviens de l'époque où... enfin, je me souviens pas, mais je connais cette époque-là. Je connais cette époque des années 90 et 2000, où vraiment, Shinkiro avait une patte extrêmement sombre, extrêmement dans les contrastes, et où il s'amusait à, non pas singer, mais s'inspirer des productions américaines, et dans son art, permettre à la fois un mélange du réaliste, du manga et du comics. Ce qui rendait un trait absolument divin, et surtout une patte graphique qui, aujourd'hui encore, lorsque vous voyez une illustration de Shinkiro qui date peut-être de 96 et une illustration qui date aujourd'hui de 2024, vous savez que c'est la même personne. Et pourtant, son art a évolué, mais vous savez pertinemment que c'est la même personne. D'accord. Voilà. Il y a quand même pas mal de monde. Bon, bah, ça a permis de rééquilibrer un peu le temps de parole entre les deux. J'ai l'impression de parler comme si j'étais un présentateur de débat présidentiel, ça n'a aucun sens. Bah écoutez, l'avantage c'est que comme YouTube détecte maintenant qu'on parle de certaines personnes, bah les profils s'afficheront en bas. C'est l'avantage quand vous regardez la rediff YouTube. Du coup, vous pourrez aller consulter les différents ouvrages des dessinateurs cités par notre cher Michael. Du coup, c'est sur ces citations d'influence qu'on va pouvoir conclure cette émission. Du coup, Elie, je t'ai pas demandé si t'avais un petit mot pour la fin. Eh ben écoute, moi je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. voilà, non, pas grand chose de plus à rajouter, j'ai envie de te dire. C'était bien sympa, j'avais quand même un sacré sac à vider, et Lucas pareil, on était en mode, alors, on a 2 parchemins, par où veux-tu qu'on commence? Voilà, grossièrement, c'est à peu près ça. Hein. Après, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que
que c'est l'une des seules fois où j'interviewe 2 personnes en même temps. C'est arrivé qu'une seule fois sur Radio Dojo, mais bon, au moins ça m'a fait Ah mon Dieu, exercé c'est un son peu. premier plan à 3, incroyable. I want to break free. Je disais donc, voilà, vous m'avez déconcentré. Lucas, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Chaussettes. Bon, d'accord. Bon, Ça veut dire c'est que le pas maître a grave. donné une chaussette à Toby. Oui, Dobby est libre. Parfait, Lucas est libre, j'ai donné une chaussette à... Bon. Du coup, Enfin, blague à part, merci pour même si pour l'interview, t'as équipe, bonsoir à tout le monde, tout ça. voilà. Bon, du coup, pour ceux qui verront la rediff, on mettra les liens vers le site de Muse Édition pour acquérir le premier tome de Caution Investigation. Je le représente à la caméra, donc voilà. Vous pouvez également vous acquérir les autres livres. Bon, pas Stella, parce que Stella, bon, l'auteur c'est un gros con, donc honnêtement, allez pas le soutenir. Mais par contre, le dernier Cocalixé et... Et parle pas mal de mes auteurs, toi. Écoute, t'as signé un blaireau, j'y peux rien, moi. Mais bon, bref, du coup, le dernier... le dernier Cocalixier et le bon, la brute et le méchant, c'est ça, de Pierre Brulet. Et le monstre, et le monstre. Mais pourquoi le méchant, n'importe quoi? Et le monstre, excuse-moi, bref, je me suis mélangé, c'est pas grave. Le bon, la brute et le monstre de Pierre Brulet, qu'on a déjà reçu, je vous renvoie au premier épisode de Radio Dojo, où on l'a accueilli pour parler un peu de sa carrière d'architecte et d'écrivain en même temps. Donc voilà, ça a été très intéressant. Merci à Pierre Brulet encore une fois de m'avoir accordé sa confiance à la première de Radio Dojo. Je vous mettrai tous les liens en description. Merci à toi Lucas, merci à toi Michael, merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les frères!